Si l'on regarde l'histoire des civilisations et aux confins de la civilisation, il y a toujours le vin et le thé. Ce sont vraiment des produits de culture et des produits de civilisation. Le vin, j'en parle plus librement, étant consommateur de thé aussi. Mais c'est vrai que le vin fait toujours partie et a suivi les civilisations, a souvent remonté les fleuves et souvent été contre les fleuves. C'est marrant, la trace du vin, on la perd avec les barriques. Avant, il y avait les amphores. Et quand on a voulu reprendre l'histoire des civilisations du vin, à travers les amphores, on retrouvait les poteries. Mais les barriques étaient dégradables. Et donc on perdait le chemin et le cheminement. L'histoire du thé remonte à plus de 5000 ans, le berceau du thé étant la Chine, un des berceaux du thé, et c'est vraiment les Chinois qui ont domestiqué le théier et qui ont vraiment réussi à exprimer les différents terroirs qu'ils avaient avec différentes couleurs de thé. Alors on peut parler de civilisation pour le thé et pour le vin parce que les deux sont des produits de terroir qui vont être cultivés par l'homme et transformés par l'homme, qui va jouer sur la vinification pour le vin, sur ce qu'on appelle la manufacture pour le thé, pour donner naissance à un breuvage qui est multiple. Dans le thé, on a 6 couleurs différentes qui se sont construites depuis 5000 ans en Chine. Et chaque couleur de thé a sa particularité, chaque terroir de thé a sa particularité. Donc c'est un vrai produit culturel, et c'est pour ça que c'est un produit gastronomique d'ailleurs, autant qu'un produit agricole. La province du Yunnan est un des berceaux du thé. Et notamment à l'époque, donc on est sous la dynastie Tang, on est entre le 6e et le 9e siècle après Jésus-Christ. À cette époque-là, le thé était compressé en galettes. Donc vous avez vu des galettes à l'entrée, vous en avez eu une ici. Et il était ainsi transporté à dos de cheval. Et il y avait tout un troc qui s'était installé à partir de la dynastie Tang et qui a perduré jusqu'à la dynastie Qing. Et il y a un traité qui a été écrit par un des premiers maîtres de thé chinois qui s'appelle Lu Yu, qui a vécu au 7e siècle, qui va écrire le canon du thé. Et il explique vraiment, mais comme le vin, quels sont les terroirs de prédilection pour le thé, quelle est la manière de processer le thé. Donc le process dont il parle est très proche de ce qu'on connaît sur le pu'er, la fabrication du pu'er. Et ensuite, comment il faut compresser la galette et comment il faut déguster la galette. Parce qu'il y a tout un art aussi dans la dégustation et la préparation du thé. Ce qui est intéressant dans le thé, c'est que chaque population se l'est appropriée et l'a ritualisée à sa manière. Donc c'est peut-être une dimension qu'on a un petit peu moins dans le vin, où c'est un peu plus normé à l'international. C'est vrai qu'en Chine, et notamment dans la province du Yunnan, on va consommer le pu'er d'une certaine manière, on ne le consommera pas de la même manière à Shanghai. Sur d'autres couleurs de thé, on a d'autres ustensiles qui sont utilisés. Au Japon, le thé vert japonais, on va le consommer encore avec un autre rituel. Donc chaque pays a vraiment ritualisé et s'est approprié la consommation du thé avec des ustensiles qui sont spécifiques à chaque pays, des types de thé qui sont spécifiques à chaque pays. L'Angleterre aussi a inventé un rituel, l'afternoon tea, le Maroc avec le thé vert à la menthe, l'Inde avec le masala chai. Et donc on a vraiment cette dimension internationale qui existe dans le thé avec comme valeur commune, même si le thé n'a pas le même goût dans chaque pays, la convivialité et le partage. Donc ça, on rejoint vraiment l'univers du vin pour ça.